Conte des mille et un matins, écrit par Colette de 1911 à 1914, lu par Équilivre, livre audio. Les modes et les mœurs. La culture physique et les femmes. Le matin, 18 décembre 1913. À quelle heure prenez-vous votre leçon de culture physique ? La culture physique m'a coûté 12 livres. N'allez pas chez le professeur Chose, il a fait venir un rein flottant à une de nos amies. Culture physique, elles y courent, elles y emploient leur enthousiasme de chien-boule et leur inconstance de fox terrier. Elles en font toutes, pas très longtemps, le temps de se démolir quelque chose. Selon le mot mélancolique d'un professeur qui m'avouait « J'aime mieux avoir affaire à des enfants qu'à des femmes. Un enfant comprend, un enfant obéit. Mais une femme, ou plutôt les femmes, en matière de culture physique, on peut les diviser en 3 catégories. Celle qui ne peut pas, et celle qui geint « Aïe, mon épaule, aïe, ma jambe !» et celle qui dit « Ce n'est que ça ?» et qui retourne au tango. Enfin, celle qui veut épater tout le monde est d'abord son professeur. Celle-ci, qu'on peut nommer aussi l'élève sérieuse, est la plus terrible. Elle travaille trop, elle s'exerce en secret, elle fait du zèle. Je lui demande 15 mouvements et 10 minutes d'exercice. Elle dépasse, elle double, elle décuple mon ordonnance. Elle rêve d'athlétisme, performance, et marche malgré moi à l'épuisement, tout en discourant hygiène, gymnastique et existence rationnelle. Rationnelle, je me demande quel sens elles peuvent bien donner à ce mot-là. Je crois que pour elles, ça signifie tout nu, ou quelque chose comme ça. Au bout d'une quinzaine, d'un mois, le médecin est forcé d'intervenir, pour cause d'inflammation, de reins déplacés, de hernie, et bénéficiant toujours du manque de mesures féminin, je troque, moi, pauvre homme, mon titre de bienfaiteur de l'humanité contre celui d'assassin, de bluffeur et d'escroc. Doit-on le dire ? Le matin, 25 décembre 1913. Est-ce que vous le lui direz, vous, à votre fille, que le bonhomme Noël et le petit Jésus descendent dans la cheminée ? Doit-on le dire ou ne pas le dire ? Je n'y avais pas pensé. Oui, non. Voyons, quand vous étiez petite, quand vous aviez l'âge des souliers dans la cheminée. Mais l'enfant d'un village qui laisse indifférent s'effriter son église fêtait seulement le nouvel an et n'a pas connu les sabots de Noël. C'est pourtant une chose délicieuse et touchante chez nos petits, cette acceptation tranquille du miracle et l'attente du donateur divin, et l'intimité tutoyeuse dans laquelle ils se mettent à vivre avec le petit Jésus, Saint Nicolas, la Vierge. Allez, laissez-leur, ménagez-leur un petit coin de merveilleux dans leur vie. Elle aura bien le temps, votre fille, de ne plus croire à rien, et vous, celui de la détromper. La détromper ? Oui, mais alors il faut que jusque-là je la trompe. Elle croira donc au bonhomme de Noël. Ou bien elle fera semblant d'y croire, et sa feinte, si je la découvre, m'humiliera. Si elle y croit, j'imagine déjà avec malaise le jour où je devrai d'un mot éteindre la lueur boréale qui nimbe l'enfant Jésus de décembre, effacer ses pas divins sur la neige et fondre le givre étincelant qui raidit la barbe du bonhomme Noël. Non, je ne le dirai pas, car ce doit être un moment assez redoutable que celui où on se trouve devant un petit enfant sévère qui vous demande « Pourquoi m'as-tu menti ?» Dans le train, le matin, 26 février 1914. Elles viennent de se rencontrer, dans ce wagon qu'un voyageur inconnu et moi nous jonchons de journaux. Ce sont 2 bonnes dames, un peu essoufflées. Je range mes paperasses déployées pour qu'elles casent 20 paquets.
Je flaire, issu de grands sacs craquants, une odeur de vanille et de pâtisserie fraîche. Il y a des enfants à la maison, beaucoup d'enfants. Je ne puis d'ailleurs l'ignorer plus longtemps. Et vos 4 garçons, madame? Vous pouvez dire 5. Est-ce mon petit Maurice que vous oubliez? Mon Dieu, excusez, je ne sais plus comment je vis. Croiriez-vous qu'il y a des instants où, quand j'ai les miens autour de moi, je me dis « Je n'ai pas mon compte, mais quel est celui qui me manque ?» Et ce mauvais hiver, avec toutes les maladies qu'il m'a apportées, m'a fait finir de perdre la tête. Enfin, les petites ont bien passé leur rougeole, mais les 2 garçons tiennent bien de la place à la maison. Charles a des névralgies de travailler, et Georges n'est pas trop bien. La croissance? Non, il a de la manie de suicide en ce moment. Lui aussi, mon Dieu, que les enfants de maintenant sont difficiles à tenir. Et comme ça court, cette manie de suicide. Chez nous, nous n'en avons pas, mais les Espelles, ils ont un garçon comme le vôtre, un de 11 ans. Il dit qu'il en a assez de vivre. Il dit qu'on ne voit que des tristesses sur la terre. Il dit je ne sais combien de choses. Le nôtre n'en cherche pas tant, mais il a bien chaussé son idée. Son père lui commande « Va à ton lycée, un garçon de 12 ans doit travailler. » Ah, c'est comme ça, dit le petit, eh bien je vais me tuer. C'est un refrain. On ne veut pas me donner du vin pur, je me tue. On veut que je me lève à 6 heures, je me tue. Il nous fait marcher, c'en est honteux. J'en suis arrivée à transpirer rien que de lui voir un couteau de table ou une corde à sauter dans les mains. Et que faire? C'est bien délicat. Voilà une mode qui n'est pas de notre temps. Les Espelles sont aussi embarrassés que vous. Moi, vous savez, je n'ai pas une patience d'ange. Il me semble qu'à la fin je lui crierai « Hé, tue-toi, mauvais gamin !» Il ne le ferait sûrement pas, dites. La bonne mère poule hésite, et ses yeux bleus saillants questionnent, tour à tour, la plaine pluvieuse, moi, les sacs de meringues, le voyageur inconnu. Oui, dit-elle enfin, et puis si après ça je retrouve mon petit au bout de la corde à sauter, ou bien le couteau à dessert, Seigneur, ne me parlez plus de ça. Je voudrais déjà être à la maison pour savoir que tout va bien. Le voyageur inconnu a laissé son journal et moi mon livre. Nous pensons certainement au petit maître chanteur qui attend sa mère à la prochaine station. Ah, tu m'as rapporté des meringues au lieu de sablés? Je me tue. Enfants qui s'allèrent noyer pour une réprimande, qui burent le poison parce qu'on les avait privés de dessert ou qu'ils devaient retourner à l'école. Quelle est longue, la théorie des petits fantômes. Mais je les imagine désolés et inconsolables, les ombres de ces enfants farouches, chez qui l'excès indiscipliné de la vie, orgueil froissé, jalousie, larmes près de briser des poitrines trop frêles, s'expriment par le geste irrémédiable. Soyez sûr cependant qu'avant ce geste, l'enfant désespéré et vindicatif a songé à tout. Il a escompté, avec la vive poésie et le goût dramatique de son âge, l'effet de sa disparition. Il a disposé le décor de ses funérailles, les fleurs, les pleurs, la douleur paternelle qui le venge. Il a vu la chaise vide à table, les jouets orphelins. Il a pensé à tout, sauf à ce qui est trop grand et trop simple pour un enfant. Il a tout imaginé, sauf qu'il ne vivrait plus.